Bienvenue sur Willeta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons parler de tokens. Vous avez vu le titre et sans plus attendre, nous allons commencer. Et avant de définir ce qu'est un token, qui est une unité de mesure qui est assez utilisée en IA, eh bien, nous allons introduire par un phénomène qui s'est produit. Donc ici, je vous ai mis cette image que vous connaissez probablement d'un chien qui se retrouve au milieu de l'âme dans sa maison et qui boit tranquillement son café et qui dit que tout va bien. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lie Windsurf, GitHub Copilot et Claude? Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, premièrement, peut-être que vous ne connaissez pas, mais Claude Code, c'est un assistant d'IA. Donc, il y en a une tonne et une foison maintenant qui sont disponibles pour beaucoup de monde. Et Claude Code, c'est l'un des plus populaires en ce moment parce que depuis qu'on a eu la dernière version de Opus, en novembre dernier, 2025, eh bien, en fait, on a eu de meilleures compétences, de meilleures performances, on a vu des différences. Et Claude Code a connu un léger petit problème. Pour ceux qui ne savent pas, donc il y a Claude, votre utilisation classique que vous pouvez faire sur votre navigateur. Vous avez aussi les applications Claude Code et Claude Cowork. L'avantage d'avoir un abonnement, bon, vous avez différents types d'abonnements, vous avez du gratuit, vous avez le pro qui coûte $20 par mois, vous avez le max x5 qui coûte $100 par mois et le max x20 qui coûte $200 par mois. Et l'avantage de prendre un abonnement, c'est qu'en fait, utiliser quelque chose comme Claude Code, ça vous coûte beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher parce que ici, vous payez seulement $20 et après, vous pouvez l'utiliser. Alors, vous avez une utilisation limite, mais généralement, ça en valait vraiment la peine. Mais depuis quelques temps, en fait, cette version-là n'existe plus. Alors, il me semble qu'ils avaient lancé un test A/B testing pour voir, en fait, pour certaines personnes, c'était disponible déjà à la version Pro, ce que la majorité des personnes ont pris, alors que pour d'autres personnes, en fait, ce n'était plus disponible. Et en fait, c'est assez horrible parce que c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement payer au moins $100 pour pouvoir avoir accès à ça. Il s'est passé aussi d'autres choses, comme par exemple les limites d'utilisation de Claude ont commencé à diminuer dans le sens que on les atteint beaucoup plus rapidement pour beaucoup d'utilisateurs. En tout cas, moi, c'est ceux que j'ai entendus parce que moi, je n'utilise pas personnellement Claude. Et voilà, en fait, on a vraiment ce qu'on appelle une shrinkflation, c'est-à-dire on garde les mêmes prix, mais en fait, on diminue la qualité des choses. Et ça s'est passé chez Claude. Mais parallèlement à tout ça, il y a aussi eu un problème avec Windsurf qui a changé son modèle de prix. Auparavant, en fait, vous payez 15 dollars par mois et vous avez le droit à 500 comptes que vous pouvez utiliser n'importe quand. Donc, si vous vouliez en une journée tout dépenser, vous pouviez. Et après le reste du temps, de rien toucher, ça allait aussi. Mais avec le nouveau système, déjà, on augmente le prix. On est à 20 dollars par mois et on a un usage qui est limité à un quota. Donc, ici, c'est vraiment une limitation d'utilisation et elle est forcée par jour ou par semaine. C'est-à-dire qu'on peut pas tout dépenser en une journée. Et ici, en fait, je pense que l'idée derrière, c'est que, en fait, il y a trop de demandes et donc ils doivent essayer de le répartir. Et en plus, vu qu'ils augmentent les prix, à mon avis, ça doit aussi être un problème d'argent aussi, parce que vous allez voir, les tokens, ça coûte. Et ce système, il est un peu plus opaque. J'ai vu pas mal de personnes en discuter sur Twitter, donc c'est une chose qui a rendu pas mal de gens en colère et ils ont décidé de partir sur d'autres systèmes. Alors, partir sur d'autres outils, c'est pas forcément la solution parce que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre à d'autres outils. Jusqu'à maintenant, on a eu vraiment le prix le plus bas possible, mais je reviens dans quelques instants. On a aussi GitHub Copilot qui existait bien avant tous ces autres outils d'IA et qui avant faisait juste de l'autocomplétion. Maintenant, qui va passer plutôt que d'une utilisation normale où vous payez un abonnement, en fait, à un prix basé sur l'usage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à partir de juin 2026, en fait, on aura des AI credits qui vont correspondre en fait littéralement aux dollars que vous payez par abonnement, qui va être basé sur l'utilisation du nombre de tokens. Donc, on va compter les inputs et les outputs et aussi les cache tokens. Donc, je vous explique rapidement. Alors, token, ici, on parle vraiment d'unités textuelles qu'on va consommer. Et donc, du coup, quand vous écrivez un texte, en fait, il va être divisé. On en reparle dans quelques instants. Mais une fois que ce texte est divisé, alors ce que vous écrivez, c'est ce qui rentre. Ce qui sort, du coup, c'est le résultat que vous donne l'IA.
Et ici, les cash tokens, c'est un moyen en fait de vous éviter de payer davantage. Donc c'est-à-dire que lorsque vous avez écrit une fois, ça va être conservé quelque part et réutilisé pour éviter en fait de devoir les recalculer, donc économiser un peu. Mais bref, l'idée ici, c'est ces AI credits, c'est lorsque vous payez votre abonnement Copilot Pro 10$ par mois, c'est que vous avez le droit à 10$ d'AI credits. Donc vous allez voir que suivant le modèle que vous utilisez, c'est pas énorme. Et si vous utilisez le Pro Plus, ben en fait vous avez 32$ par mois. Et donc c'est complètement égal. Donc voilà. Et ici, pourquoi font-ils ça? Donc ils ont expliqué que en fait à l'époque où on avait beaucoup d'utilisation du chat, d'utilisation d'autocomplétion, etc. Mais maintenant en fait on a des agents qui peuvent coder en autonomie pendant des heures. Et en fait, les deux en fait coûtent à peu près la même chose pour l'utilisateur. Donc c'est-à-dire que c'est GitHub qui a pris en fait en charge la plupart de l'augmentation du prix. Et pour eux, bah, en fait, évidemment, bah, ils peuvent pas continuer comme ça parce que ça c'est un maintien. Donc ici, on a deux types de problèmes. D'une part, on a les prix. Alors pourquoi les prix? Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a payé, on n'a jamais payé enfin, le prix des modèles. Si vous payez par exemple un abonnement, si vous voyez en fait comment tous ces modèles ont commencé avec des versions gratuites, des versions d'utilisation, etc. Mais en fait, ça, c'est parce que en ce moment, dans le monde de l'IA, si vous dites que vous faites de l'IA, ben, vous recevez énormément d'argent. Et donc, ici, ce sont les investisseurs qui payent. Et en fait, avec l'espoir qu'à un moment donné, tout ça va devenir rentable. Donc, pour les entreprises, elles peuvent se permettre de faire ça. Mais maintenant, on voit qu'avec le temps, elles se permettent de moins en moins. Il faut devenir rentable parce qu'elles construisent de plus en plus. Donc, le prix, il est en train d'augmenter pour les entreprises qui vont le répercuter du coup au final vers les utilisateurs et ces utilisateurs que nous sommes n'avons jamais réellement payé le vrai prix. Certains seraient surpris du prix que coûterait d'utiliser Claude en réalité. Après, il y a le problème d'infrastructure, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire de la recherche, ils sont en train de construire des data centers qui prennent du temps à être construits, et en fait, ça veut dire qu'il leur manque des ressources, il leur manque des composantes pour pouvoir travailler, et si ils utilisent une partie des composantes pour servir des clients, clientèle qui devient de plus en plus grosse, en fait, ils ont de moins en moins d'espace pour pouvoir faire leurs recherches et leurs travaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces augmentations de prix et ces limitations d'utilisation. Et c'est pour ça, par exemple, que Anthropic, pardon, va signer un accord avec SpaceX, donc de Elon Musk, pour utiliser leur data center qu'ils ont construit, qui fait 300 mégawatts, et qui a énormément de cartes graphiques Nvidia. Et ça, c'est un moyen en fait de gagner un peu d'espace, et leur but ce serait de limiter, enfin de réduire la limitation d'utilisation. Juste pour montrer en fait à quel point ils sont à peu près désespérés. Alors pourquoi SpaceX louerait en fait son data center à un rival? Bah en fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Alors vous savez que l'IA de xAI qui a fusionné avec SpaceX dans des choses un peu très bizarres que Elon Musk a fait, eh bien Grok, qui se autoproclame Mecha Hitler et qui a comme l'une des grandes fonctionnalités de déshabiller des gens sur internet et même des mineurs, mais en fait n'est pas forcément si rentable que ça. Et tout qui a été fait pour acheter des data centers, en fait Elon Musk en a acheté beaucoup plus que ceux qui en avaient besoin, et donc du coup en fait il peut très facilement les louer, et je pense que pour lui ça lui fait aussi de l'argent à utiliser. En tout cas, c'est mon hypothèse. Alors revenons sur ces questions de tokens du coup, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est les tokens aussi qui, en fait, expliquent tout ce qui se passe ici. On peut vraiment comprendre toute l'histoire en se concentrant vraiment sur les tokens. Donc, qu'est-ce que c'est un token? Ici, vous avez un texte. Et en fait, un token, c'est vraiment une unité dans un mot. Ici, vous voyez qu'on a des mots en entier. En fait, j'ai pas pris le meilleur des exemples parce qu'il sélectionne vraiment les parties. Ici, c'est le texte. Et à mon avis, ici, on devrait peut-être avoir des tokens. Mais un token, par exemple, ça pourrait être spec. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui commencent par spec et qui lui donnent une idée. Ensuite, le ali à la fin, ça pourrait représenter un adverbe. Donc, du coup, le modèle les découpe en petits morceaux comme ça pour essayer de comprendre. Et en fait, ces tokens, c'est l'unité de mesure pour déterminer en fait à peu près le prix, le coût de l'inférence, etc. Et donc, souvent, quand vous allez utiliser des modèles, en fait, vous allez regarder le nombre de tokens qui rentrent et le nombre de tokens qui sortent. Et pour vous aider à vous représenter à peu près ce qu'est un token, ici, il y a cette illustration, je sais plus à quel point elle était exacte, il faudrait que je rediscute avec la personne qui me l'a partagée, mais ici, voyez, vous allez voir 1 million de tokens qu'on va souvent utiliser comme unité de mesure, ça représente
750 000 mots, ce qui représente à peu près un livre. Donc c'est cette quantité qu'il faut avoir en tête quand on va parler de 1 million de tokens. Alors que lorsqu'on va parler de 1000 tokens, par exemple, c'est 750 mots et c'est un article de blog, donc vous avez vraiment ça pour vous aider. Maintenant, on parlait tout à l'heure d'input et d'output. L'input, en fait, c'est ce que vous mettez dans le modèle, donc c'est votre requête, par exemple, qui est la capitale de la France, et ensuite ça va rentrer dans le modèle, et le modèle va vous donner une réponse, et ça c'est l'output, et il y a une règle, c'est que en fait l'input c'est souvent moins cher que l'output, parce que ici vous faites de l'inférence, et donc vous verrez que dans les prix en fait ça va souvent se reporter, et on a remarqué que en fait si il y avait des questions qui étaient similaires ou on devait réutiliser le contexte des précédentes choses qui ont été dites, ça sert à rien en fait de faire passer le texte plusieurs fois dans le modèle parce qu'en fait ça va juste augmenter le prix pour rien. Alors du coup ce qui se passe c'est qu'il y a une représentation intermédiaire qui est créée du texte qui a été déjà traité par le modèle, qui va être enregistré dans le cache, et en fait à chaque fois qu'on aura une demande qui va réutiliser des données qui existent déjà, en fait il va les récupérer dans le cache, comme ça on n'a pas besoin de les faire, et il va juste grouper le cache et le nouvel input pour créer l'output. Donc avec ça vous économisez. Donc j'espère que c'est clair, mais c'est l'idée. Retenez bien input, output, c'est le plus important, le cache on n'en parlera pas trop. Et donc lorsque on regarde ces histoires d'input et d'output, alors on va regarder le cas de Claude d'Anthropic. Ici en fait on a tous les prix donc de tous les modèles de Claude. Et vous voyez que pour le million de tokens, donc ce qui représente à peu près ce livre dont on a parlé tout à l'heure, et bien ici vous voyez que pour écrire, enfin si on envoie l'intégralité d'un livre à l'intérieur de Claude, en fait ça va nous coûter 5 francs à l'entrée, et s'il nous retourne ce même livre, à la fin il va nous demander 25 francs. Donc en tout 30 francs pour faire passer un livre dedans et dehors. Alors vous dites, bon, jamais j'écrirai l'intégralité d'un livre, jamais j'utiliserai une telle quantité, mais vous seriez surpris, surtout si vous faites du code, comme moi, à quel point ça va vite. Et vous voyez que les prix ils sont assez différents. Par exemple, ici, Opus 4.7, il est moins cher que, par exemple, l'Opus 4 ou 4.1 qui, vous voyez, ont des prix quand même assez exorbitants. Donc ici, vous faites rentrer et sortir un livre, vous payez 90 francs. Donc vous voyez que c'est assez énorme. Après ici, il y a toutes ces histoires de cache dont on va pas parler ici, mais voilà, vous avez à peu près l'idée de comment ça fonctionne. Et ici, c'est un exemple d'une personne qui a utilisé Claude Code ici, et qui a fait apparaître son utilisation de tokens. Donc si je fais des erreurs, c'est possible parce que moi je n'utilise pas Claude Code, mais ici je reconnais certaines choses, donc on va en discuter. Donc ici, c'est des dates. Donc par exemple ici, c'était le 10 juin 2025, le 11 juin 2025. Et ici, vous avez tous les modèles que la personne a utilisés. Et ensuite, vous avez le nombre de tokens en entrée et le nombre de tokens en sortie. Et tout ça, avec les caches, etc., ça va vous donner le prix de 14,17$ pour tout ça. Et vous voyez qu'on n'est pas encore à 1 million de tokens. On est vraiment sur, ici, un article de blog, et ici, presque une cinquantaine d'articles de blog retournés. Et donc quand vous faites du code, c'est des choses qui arrivent assez souvent parce que en fait votre modèle va vous écrire énormément de lignes de code, va changer énormément de choses. Des fois au lieu de remplacer une ligne, il va remplacer tout un bloc. Donc c'est pour ça que ça vous coûte relativement cher. Et vous voyez que ici en fait quand on cumule les autres prix, par exemple, là on se retrouve avec le prix d'un abonnement à peu près, parce que c'est là où je veux en venir. Le prix d'un abonnement, techniquement, vous devez payer, vous devez utiliser 2500 input token et 25 000 output token. Ce qui est pas énorme, parce que ici ça représente un environ de deux blogs. Bon après ici, je note que c'est vraiment le modèle le plus cher, donc celui qui fait 15 $ en entrée et 75 en sortie. Donc bon, mais vous voyez que en fait, assez rapidement, si vous utilisez un abonnement, et que vous utilisez Claude Code, qui était de base dans un abonnement pro, en fait, vous arrivez souvent à dépasser, mais vu que vous avez déjà payé l'abonnement, c'est pas vous qui payez le surplus, en fait, c'est Anthropic qui paye le surplus. Et c'est pour ça que ça devient très peu rentable. Et regardez, cette personne a utilisé son modèle 7 jours, et regardez en fait tout ce que ça lui coûte. On est à 200$ pour 7 jours d'utilisation, donc ça vaut vraiment l'abonnement pro, mais le plus gros abonnement pro. Donc vous vous rendez compte que en fait ici on arrive très rapidement en 7 jours à dépenser tout un abonnement. Après je rappelle ici c'est 3 fois le prix, donc si on multiplie par 3 en disant qu'il continue à utiliser le modèle de cette manière là, à 21 jours on a dépensé le prix d'un pro.
max. Ce qui veut dire que si vous payez un abonnement de 20 francs, en fait, c'est hyper rentable pour vous, alors que pour Anthropic, ça ne l'est pas. Et par exemple, si on compare avec un autre modèle, comme par exemple Kimike 2.6, qui est vraiment très loué pour ses capacités dans le code, tout en étant beaucoup plus petit que la plupart des autres modèles. On avait aussi le cas pour Qwen, mais ici je prends Kimike 2.6. Vous voyez qu'en fait, si on compare avec les prix de Claude, ici qui sont à 5$ de l'entrée, 25$ de sortie pour le dernier modèle de Claude, et les deux ils sont quand même dans le même niveau, même si Claude peut-être est un peu meilleur. Si on compare avec les prix ici, vous voyez qu'on est vraiment dans les deux cas à 5 fois moins cher. C'est assez dingue. Donc, c'est-à-dire que techniquement, vous auriez 5 fois plus d'utilisation. Après, à voir à quel point il performe dans votre cas spécifique, mais c'est pour montrer à quel point, en fait, pour Anthropic, les prix ils sont assez élevés. Et là, j'ai fait un calcul. Donc là, c'était le chiffre qu'on avait à la fin du total des 7 jours. Et j'ai compté le nombre de tokens qui rentrent et qui sortent, etc. Là, on est à 212,82. Donc presque, enfin au-dessus de l'abonnement Pro Max, le plus gros. Alors que ici, si on utilisait Kimike durant ces 7 jours, mais en fait, on n'aurait payé que 1,29$. Si c'était la version de Novita, la version Together, c'est 1,46$, Deep Infra, c'est 1,12$, donc ceux qui sont inscrits ici. Et donc, vous voyez qu'en fait, voilà, on est entre 1$ à 1,50$. C'est beaucoup moins cher que ce Claude. Après, ici, bien sûr, si on essaie de le comparer avec le Claude qu'on a maintenant, qui est aussi efficace, il faudrait diviser par 3 et on serait environ à 70 francs, 90 ou 71, un truc comme ça. Donc vous voyez que ça reste quand même significativement beaucoup plus cher que ça. Donc pour montrer que quelque part, plus le modèle est gros, plus c'est cher. Est-ce que vous avez forcément besoin, dans le futur, si les prix continuent à augmenter, d'utiliser le modèle le plus performant s'il vous coûte aussi cher, alors que vous pourriez utiliser ici, c'est Hugging Face Inference Provider, en fait d'autres modèles qui viennent d'autres providers, donc des donneurs de modèles open weight, qui coûtent beaucoup moins cher. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ça me coûte nettement moins cher, et c'est peut-être quelque chose que vous gagnerez à utiliser OpenCode avec quoi que ce soit d'autre et qui vous coûte pas trop cher. Et ici, je vous ai donné aussi un autre exemple comparatif, parce que peut-être que vous ne faites pas confiance aux autres modèles Inference Provider, parce que vous voulez pas que vos données fuitent, etc. Donc, il y en a certains qui sont en Europe et qui respectent la loi RGPD, qui disent que tous les résultats sont à vous et ils font un zero data retention, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste. Mais si vous êtes suisse ou si vous vous intéressez en tout cas à des modèles qui sont donnés par des entreprises suisses, en fait ici on a Infomaniac qui a son AI Tools, je crois qu'ils ont changé le nom, mais bref. Donc accès à tous ces modèles d'IA, et par exemple là vous avez Gemma qui est à 20 en entrée et 40 centimes en sortie, donc il est vraiment pas cher. Et ici on a le Kimike dont on parlait tout à l'heure, qui est à 0,60 en entrée et 3 en sortie. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher, et si vous voulez vraiment quelque chose de performant, en fait ça pourrait valoir la peine pour économiser en fait. Tout ça pour revenir à cette idée d'abonnement. Ici, je vous montre une illustration. Donc là, vous avez un abonnement. Là, vous avez le prix que vous avez fixé. Et ici, vous avez les différents usagers. Et le but, c'est de fixer un prix de sorte à ce que lorsque les usagers utilisent votre service, en fait, ils utilisent toujours moins que votre coût. Donc, c'est-à-dire, vous fixez un prix qui correspond vraiment au coût que vous devez payer. Et ici, je parle de prix parce que c'est plus facile à envisager, mais donc si, par exemple, Anthropic fait un abonnement de 20$, tout le monde ne devrait pas dépenser plus de 20$. Et vous voyez que à peu près tout le monde est là. Alors, vous aurez quelques utilisateurs qui le feraient, par exemple, mais ce serait tellement exagéré, tellement abusé que, en fait, vous voyez que si on fait la moyenne de tout ça, en fait, on s'en sort avec un plus. Sauf que ce n'est pas le cas dans le cas d'Anthropic, et je pense que la ligne devrait être quelque part par là, parce que une grande partie des utilisateurs dépassent en fait ce prix. Et par exemple, il me semble avoir vu dans un article, et que je n'arrive toujours pas à retrouver, je m'excuse, que les personnes qui utilisaient la version Pro qui coûte 20 francs par mois pouvaient dépenser jusqu'à 60$ d'utilisation, et ceux qui avaient le max, le plus gros max, donc 200 par mois, pouvaient aller jusqu'à 600 francs environ. Donc, vous voyez, tripler les coûts. Et en fait, vous voyez que c'est vraiment, vraiment pas rentable, et que c'est peut-être pas la meilleure des idées d'utiliser un abonnement. Je me souviens qu'une de mes collègues m'avait dit utiliser un abonnement pour des modèles d'IA qui utilisent des tokens pour pouvoir mesurer le coût. C'est pas forcément la meilleure des approches, et on va voir ça pourquoi.
Et la question déjà, c'est de savoir, pourquoi en fait, on arrive quand même à tenir avec tout ça, malgré le fait que les coûts sont juste énormes pour les, compagnies, d'IA et comme je vous l'ai expliqué avant, en fait, on a beaucoup d'investissements dans l'IA et donc ce sont les investisseurs qui payent en fait ce prix, ce coût. On va illustrer ça par le cas de Allbirds. Allbirds, c'est quoi? C'est une marque de chaussures et en fait, ils font que des chaussures et pendant un moment, bah, en fait, ils étaient en train de perdre économiquement et donc d'être proches de la faillite. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Bon, on va s'appeler New Bird AI et en fait, on va faire que de l'IA et on va avoir des infrastructures d'IA. Alors on peut se dire c'est un peu bête parce que ils font que des chaussures, pourquoi en fait ils feraient ça et qui leur ferait confiance? Et pourtant, son action a bondi de 600%. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, vraiment gagné d'intérêt rien qu'en posant le terme AI. Et pour ceux qui sont assez âgés, ça vous rappellera peut-être la bulle Internet. Bah, en fait, ici, vous voyez que, voilà, ils avaient pas des chiffres incroyables, mais quand ils l'ont annoncé, il y a eu un pic. Bon, après, vous voyez que la stratégie, elle est que sur le court terme. Si, en fait, ça continue de baisser, en fait, voilà, ils ne gagneront rien, mais en fait, oui, la bulle Internet, à l'époque, c'était quand Internet commençait à devenir quelque chose et tout le monde voulait utiliser Internet, mais personne n'avait vraiment d'utilisation pour Internet. Et il y a des personnes, enfin, des entreprises, qui, rien qu'en ajoutant .com à leur nom, bah, en fait, ont augmenté leur valeur sur les marchés boursiers de la même manière que Allbird AI. Et c'est juste pour dire que là, maintenant, on est dans une bulle d'IA et que, en fait, l'investissement sur l'IA, juste le fait de mettre que vous faites de l'IA, en fait, ça attire énormément d'attention. Et ça explique en partie pourquoi les entreprises décident d'utiliser des abonnements, parce qu'en fait, ils peuvent se le permettre, ils reçoivent suffisamment d'argent, mais au final, il y a aussi d'autres explications parce que premièrement, on pourrait se dire, en fait, l'estimation des prix, elle est quand même assez difficile. On utilise des tokens et les tokens, en fait, on peut pas vraiment prédire. Et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Utiliser un abonnement, c'est plus simple pour les utilisateurs parce que si on fait comme GitHub Copilot qui dit, bon, bah, en fait, vous avez payé ce que vous dépensez et que c'est difficile, bah, vous voyez, de pouvoir estimer ça, bah, en fait, vous allez perdre face à en compétitivité face à vos adversaires qui, eux, typiquement, vont continuer à utiliser des abonnements. Comme par exemple, on a Codex de OpenAI qui est vraiment le rival direct de Claude Code. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que eux, ils voudront pas en fait lâcher l'affaire et continuer à utiliser des abonnements juste pour rester compétitifs. Et aussi, c'est pour capturer des parts de marché parce qu'en dehors de Codex et de Claude Code, en fait, on a plein d'autres outils d'IA pour le code et en fait, ils se font tous une compétition et chacun essaie de trouver sa niche là où il va toucher le plus d'individus. Et en fait, pendant qu'on est dans cette phase de capture de parts de marché, bah, en fait, il faut que l'entrée soit vraiment faible. Il faut que tout le monde puisse rentrer très facilement et utiliser l'outil et en devenir en quelque part addict. Et ensuite, une fois qu'on est sûr que les clients ne vont pas quitter notre outil, notre part de marché pour aller voir des concurrents, et bien là, on peut augmenter les prix parce que là, ils sont à peu près bloqués et ne pourront plus les utiliser. Et par exemple, je donne l'histoire de Claude Code, qui à un moment, on pouvait utiliser l'abonnement en dehors de Claude Code. Par exemple, on peut l'utiliser dans un projet open source de code qui est Open Code. Après, Anthropic a dit, en fait non, si vous voulez utiliser l'abonnement de Claude, vous devez utiliser notre outil qui est Claude Code. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Et pour Open Code, ça change la donne parce que l'abonnement, c'était pas cher, comme on a vu, et payer le vrai coût des API, comme on a vu le prix tout à l'heure, 5 dollars à l'entrée, 20 en sortie, ou 25 en sortie, je me souviens plus exactement, vous voyez que ça fait déjà pas du tout les mêmes prix. Et donc du coup ici, le but pour Claude, c'est de dire, maintenant on essaie de retenir le plus nos utilisateurs. Donc vous, les services de Claude, utilisez nos outils. Et ici, le but vraiment, c'est de créer de la dépendance. Et par exemple, vous avez peut-être probablement vu, pour certains, en fait, beaucoup de services pour les étudiants, par exemple l'utilisation de ChatGPT+, pour les étudiants gratuits. Donc ça avait commencé il y a quelques années avec GitHub Copilot Pro gratuit pour les étudiants, les professeurs, les mainteneurs de code. Il y a eu aussi la même chose avec Gemini, la même chose avec Perplexity. Bref, quand on regarde tout ça, on peut se dire waouh, mais en fait, ils sont vraiment sympas, ils pensent aux générations futures, ils sont vraiment super, mais non, en fait, c'est juste
des parts de marché. Si les futurs travailleurs de demain sont devenus dépendants de vos outils déjà dans les études, en fait, ils vont continuer à les utiliser après coup et le but, en fait, c'est vraiment de créer de la dépendance et excusez-moi des termes, mais en fait, c'est vraiment faire, devenir des dealers de drogue parce que, par exemple, Perplexity Pro, voilà, c'était intéressant. Il y a un temps, j'utilisais juste Perplexity comme, tel quel, j'utilisais la version gratuite. Ça avait commencé, typiquement avec, 5 deep search. Donc les deep search, c'est la recherche approfondie qui donnait des résultats assez intéressants par jour, qui était gratuit. Puis c'est descendu à 3, puis c'est descendu à 1, puis tout d'un coup, je n'avais plus accès à ça dans la version gratuite. Et vous voyez, c'est cette histoire-là, c'est on essaie de capturer le plus, on les rend addicts à une utilisation qui est vraiment confortable. Puis après, une fois qu'on est sûr qu'ils ne sont plus là, ben, soit on fait de la shrinkflation, c'est-à-dire que pour les versions gratuites, les versions moins élevées, ben, en fait, on va diminuer la qualité, soit en fait, on augmente le prix de tout. Et donc, c'est à peu près le but, donc acquérir des parts de marché. Et ici, bon là, je vous montre en version freemium, mais j'ai trouvé l'illustration assez intéressante. Donc le freemium, c'est d'utiliser quelque chose gratuitement, mais vous n'avez qu'une partie du produit, alors que utiliser la version premium, vous avez tout le produit. Et donc ici, il faut payer pour débloquer des choses, alors que tout est disponible ici, et c'est juste qu'il y a un client qui paye la compagnie. Et le but, en fait, c'est de transformer ce client-là, ici, qui ne paierait pas de base, en un client qui va payer. Et c'est cette histoire de vendor lock dont on parle. Donc ici, c'est d'être vraiment dépendant à un fournisseur spécifique, et c'est ce qui risque de se passer, par exemple, avec les gens qui utilisent Claude Code ou Codex, etc. Donc, je trouve que ça peut être vraiment dangereux parce que du coup, ils sont libres d'augmenter les prix comme ils veulent. Je vous donne un exemple, par exemple, de YouTube, qui est devenu vraiment la plateforme phare et par défaut. À la base, il y avait jamais eu de pub. Puis tout d'un coup, on a commencé à mettre une pub, on a commencé à mettre deux pubs. On a eu de plus en plus de pubs cachées, déguisées. L'expérience utilisateur pour à la fois les utilisateurs et les créateurs de contenu, c'est devenu compliqué. Mais par exemple, moi qui suis dessus, si je veux partir de YouTube, bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est là où j'ai trouvé le plus de monde pour me suivre. Et la même chose pour quelqu'un qui veut chercher du contenu, trouver du contenu en dehors de YouTube, bah, c'est plus compliqué parce que tout le monde est sur YouTube. Et donc ça fait que tout le monde est bloqué là et qu'il n'y a pas de sortie. Et YouTube peut continuer, et peut-être que, je sais pas, dans quelques années, ils vont mettre 3, 4 pubs. Et maintenant, on peut retirer les pubs en payant. Donc vous voyez qu'en fait, on a vraiment ce cercle vicieux là où en fait on est vraiment piégé dans un fournisseur. Mais je pense que je ferai peut-être une vidéo sur YouTube plus précisément et qu'est-ce que je n'aime pas avec. Et tout ça en fait c'est pour vous faire un exemple assez imagé. Donc ici c'est l'une de mes séries favorites qui est Black Mirror. Et ici, je vais vous parler de la saison 7, l'épisode 1, Common People, ou les gens normaux. Si vous n'avez jamais vu Black Mirror et vous comptez regarder cet épisode, s'il vous plaît, changez, du coup, allez dans la partie suivante, ou allez regarder dans le chiffre qui s'affiche juste un instant à l'écran, parce que je vais spoiler. Ça commence très simplement. Donc, si vous connaissez pas Black Mirror, c'est vraiment une série qui parle de l'impact négatif que peuvent avoir certaines technologies, et c'est vraiment toujours présenté de manière intelligente. Alors, tous les épisodes ne se valent pas, mais de manière générale, je trouve que c'est vraiment somptueux comme c'est présenté. Ici, cet épisode, ça commence avec deux individus dont j'ai oublié le nom, mais ici, nous avons un soudeur et ici, nous avons une enseignante, et ce sont des personnes de classe moyenne qui essaient simplement de vivre comme ils peuvent, de leur métier, et en fait, ils ont un projet, c'est qu'ils veulent avoir un enfant. Ils ont aussi toujours cette activité où ils se rencontrent dans un hôtel pour se faire plaisir, et aussi peut-être à l'occasion, peut-être avoir l'enfant en sortie de cela. Mais à un moment, quelque chose change dans leur vie, c'est que pour l'épouse, en fait, on se rend compte qu'elle a une tumeur au cerveau et qu'en fait, elle va perdre en fait ses compétences, enfin ses capacités cognitives, et que ça peut être dangereux. Et en fait, ce que son mari décide de faire, ben, c'est de contacter une startup qui s'appelle Rivermind. Et cette startup, en fait, a réussi à régler le problème de cerveau de certaines personnes. Il suffit juste d'avoir un abonnement. Et dans cet abonnement, en fait, on va installer des choses dans votre cerveau pour le permettre de fonctionner comme avant. Et donc, c'est à peu près ça, cette technologie. Alors, c'est incroyable, c'est génial, mais déjà le fait qu'il faille un abonnement plutôt que de payer une fois, c'est déjà très bizarre. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, parce que ce n'est que le début. Au départ, c'est super, ils remercient la startup, c'est incroyable, elle aurait pu décéder, et là maintenant, ben, en fait, elle peut fonctionner normalement. Puis après, elle se rend compte, gentiment, son épouse,
qu'en fait, elle dort beaucoup plus qu'avant. Ils vont contacter la startup, qui vont leur dire que ah oui, mais en fait, ça, pour pouvoir utiliser nos serveurs, parce qu'elle est connectée à des serveurs de cette startup pour que ça puisse fonctionner, c'est à distance. Et bien en fait, l'appareil qu'elle a en elle, ben, en fait, il a besoin de se recharger, donc du coup, il utilise sa propre énergie à elle. Donc ce qui est déjà une sorte d'invasion. Bien sûr, c'est écrit quelque part dans les contrats d'utilisation tout en bas, mais du coup voilà, il y a déjà ça qui est assez très bizarre. Puis à un moment donné, ils se déplacent dans le resto dans lequel ils ont l'habitude d'aller, enfin l'hôtel dans lequel ils ont l'habitude d'aller. Puis à un moment donné, ben, en fait, elle s'éteint, elle ne réagit plus, et lui il revient en arrière, puis elle se rallume, et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils se rendent compte que s'ils sont en dehors de certains réseaux, elle ne peut plus fonctionner. Donc du coup, elle est bloquée quelque part là, mais s'ils payaient un abonnement supplémentaire, elle pourrait se déplacer dans d'autres endroits, ce qui est déjà très effrayant, parce que ça veut dire qu'en fait, ils pourraient très bien la laisser utiliser d'autres réseaux, mais en fait, vu qu'ils ont qu'un type d'abonnement, elle ne peut rester que dans un territoire. C'est déjà une autre chose. Plus tard, ils ont mis à jour leur abonnement, donc c'est-à-dire que maintenant, pour l'abonnement médium qu'ils ont, il y a des pubs. C'est-à-dire que à un moment donné, au hasard, ben en fait, son épouse sort des pubs, mais qui sont adaptées à la situation. Comme par exemple, si elle a entendu que des personnes, qu'un couple est en problème, ben en fait, elle va conseiller une boîte qui gère les conflits de couple. Et vu qu'elle est prof, en fait, et que ce n'est pas contrôlable, en fait, ça va faire qu'elle va dire des choses qui sont déplacées, et donc du coup, elle va être renvoyée, et ils vont se retrouver à survivre qu'avec son salaire, et donc lui, pour pouvoir subvenir à sa famille, ben, va devoir faire des choses assez humiliantes, mais je vous laisserai regarder l'épisode. Maintenant, ils sont en difficulté, et maintenant, il y a un abonnement plus qui est nécessaire. À un moment donné, il y a quelque chose d'assez ironique dans l'épisode, c'est que il veut faire un cadeau à sa femme, et donc lui, il va acheter un abonnement supplémentaire pour une période de je ne sais plus combien de temps, d'une heure, qui permet en fait de pouvoir contrôler à l'aide d'une application les ressentis de sa femme. Bien sûr, ils font ça tous les deux en consentement, donc ils contrôlent pas sa femme, mais du coup, elle peut augmenter beaucoup de choses, comme par exemple la sérénité, le plaisir, l'excitation, des choses comme ça, et en fait, il fait ça pour lui faire plaisir, et elle trouve que l'expérience est super. Mais bref, vous voyez qu'en fait, là, il commence à rentrer dans le moulage de l'abonnement et de l'application, parce qu'en fait, c'est cette application qui les met en difficulté, mais pourtant, lui, il se dit, ah bah tiens, pour faire plaisir à ma femme, bah, en fait, je vais dépenser plus en cette compagnie qui nous a en fait bloqué. Et c'est à peu près l'idée. Bon, alors ici c'est vraiment super dark, super avancé, et il y a eu énormément de problèmes, je vous laisserai regarder l'épisode. Mais on a déjà des cas similaires, je vous ai parlé de YouTube, mais il y a aussi toute la suite Office de Microsoft dont pratiquement personne ne peut se passer, et qui maintenant décide de déposer des trucs dans des drives qu'on n'a pas forcément demandé. Alors vous voyez maintenant la logique, quand vous êtes bloqué, quand l'entreprise vous a eu et que vous êtes dépendant, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut, et vous n'avez pas beaucoup d'autres options, à moins de vous retirer, mais devoir réapprendre tout un système. Donc, la question c'est comment faire pour s'en sortir lorsque on se retrouve piégé donc dans ces logiques-là. Une chose qui est assez compliquée à se dire, c'est que bon bah en ce moment j'utilise ce modèle-là, mais finalement je peux changer facilement, je peux aller de celui-ci à celui-là. Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est assez simple à faire parce que il y a tellement d'options. Mais au bout d'un moment, quand vous en trouverez une qui vous plaira et que vous resterez dedans et que vous êtes dépendant de cela, ben en fait, vous allez rester bloqué dedans. Au bout d'un moment, ben vous pourrez plus changer aussi facilement parce que les modèles ou les différents outils sont tellement moins nombreux et aussi tellement plus spécialisés et spécifiques qu'il faudra faire tout un réapprentissage. Et je vous donne un exemple. Pour tous nos amis vibe codeurs ici, moi par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'utilisais un outil de code qui est Warp jusqu'à maintenant, et je m'en suis servi pour m'aider à coder en JavaScript, parce que c'est un langage que maintenant je commence à maîtriser à peu près. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je suis arrivé à la limite de mes tokens. Ils ont dit, bah, vous avez atteint votre limite. J'ai fait, bon, pas grave. Je suis retourné dans mon éditeur et j'ai continué à travailler. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, si je savais pas coder, si je ne comprenais pas mon code, là, j'aurais été bloqué, je serais obligé de payer ou d'attendre. Et je me dis qu'en fait, il y a des personnes qui seraient tellement bloqué dans ça, et par exemple, imaginez, vous commencez un projet que vous devez rendre la semaine prochaine, mais à un moment donné, vous avez atteint tous vos crédits, vous avez fini tous vos tokens. En fait, vous n'avez pas de choix. Si vous voulez rendre le projet, vous êtes obligé de payer pour continuer à l'utiliser. Et ça, je me dis, punaise, en fait, ça peut être assez dangereux. Donc voici la solution que je vous propose. Donc elle est en deux étapes. Donc la première chose, c'est de diversifier les outils. Donc je pense que beaucoup d'entre nous faisons ça, mais en fait quand je dis diversifier les outils, c'est pas forcément utiliser que des choses payantes, mais utiliser aussi des choses open source, des choses gratuites, et tester pas mal de choses, et surtout choisir une utilisation. Par exemple, vous pouvez vous dire je vais utiliser DuckAI pour les informations, la recherche web rapide, je vais utiliser Lumo pour la rédaction, mais bref. La deuxième chose aussi, et ça c'est plus
sur le long terme, c'est vraiment viser les modèles open weight. Si vous avez le temps d'apprendre, si vous avez la capacité, etc., bah, apprenez à les utiliser, apprenez à les mettre en place, que ce soit des modèles locaux, si vous êtes comme moi, un bourrin qui achète des ordinateurs et des GPU assez performantes pour pouvoir faire ça. Alors oui, n'hésitez pas parce que je pense que c'est l'avenir, les modèles locaux deviennent de mieux en mieux et on voit de moins en moins la différence avec les modèles et les inference providers, comme je vous ai montré ici, comme par exemple Infomaniac, Hugging Face Inference Provider. Vous voyez que les prix ils sont vraiment moins chers. L'avantage, c'est que souvent les modèles ne changent pas aussi souvent que dans d'autres endroits. Bon, il y a quand même des risques, mais voilà, si vous avez appris à les mettre en place, franchement, vous ne devriez pas voir énormément de différence d'un provider à un autre. Des fois, oui, en termes de vitesse, en termes de quantization du modèle, c'est-à-dire à quel point on a diminué la précision, mais généralement, vous vous en sortez et ça vous donne des compétences qui vous permettent de changer aussi facilement. Et finalement, une dernière chose que je peux vous donner comme conseil ici, c'est une matrice de décision. En fait, cette matrice de décision, vous décidez en avance, ok, quelles sont les choses que je recherche dans telle ou telle chose. C'est pas forcément sur l'IA, ici je l'applique à l'IA, mais vous dites, ok, j'ai ce critère-là, j'ai ce critère-là, j'ai ce critère-là, etc. Donc vous listez vos critères, et une fois que vous les avez faits, vous décidez d'une gradation, donc de combien vous voulez noter les choses, et ensuite vous pouvez décider d'une pondération. Comme par exemple, moi j'ai dit, pour les modèles, j'aimerais bien qu'ils soient bons pour coder sur R. Bon, là j'ai choisi un peu au hasard, qu'ils soient bons en revue de littérature, en actualité d'IA, en prix, en confidentialité. Et ensuite, je choisis différents modèles que je teste et que je note sur ces différentes parties. Et des fois, c'est bien de ne pas voir les autres modèles, comment je les ai gradés, parce que ça peut aussi influencer la note finale. Mais bref, ici, après, j'obtiens un résultat et je peux me dire, ah bah tiens, bah, je vais préférer ce modèle-là. Mais après, là, j'ai fait un total, mais vous êtes libre de faire aussi d'autres totaux. Par exemple, vous dire, j'aimerais utiliser un modèle uniquement pour faire, je sais pas, mes voyages. J'aimerais faire un modèle uniquement pour faire du code et de la recherche. J'aimerais un modèle pour faire telle ou telle chose et avoir différents totaux et voir en fait lequel vous allez utiliser pourquoi. Et typiquement, avec ça, en fait, ça vous permettra en quelque sorte de vous dire, ah tiens, maintenant, je peux me décider. Parce que souvent, on essaie de se décider avec plein de choses, mais après, on dit oui, mais il y a ça, mais après, il y a ça aussi, etc., etc., et on se bloque. Alors que ici, on a vraiment un total, et après, si on se trouve que peut-être que c'est pas si bien fait, on peut toujours changer la pondération, ajouter des choses, donc c'est très flexible. Et vous pouvez utiliser ça, bon là, j'ai utilisé Excel, mais vous pouvez utiliser ça dans un tableur quelconque et avoir des résultats très intéressants. Et donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur les tokens et pourquoi en fait c'est devenu un sujet d'actualité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir beaucoup plus clair, comprendre en fait quels sont les enjeux en ce qui concerne la consommation des tokens. Comme d'habitude, faites des choses qui plaisent à l'algorithme, qui est de liker la vidéo, de commenter, de la partager. Et franchement, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire parce que nous, ça nous fait toujours plaisir de voir en fait ce que vous avez gagné de ces vidéos. On vous invite aussi à regarder toutes les autres vidéos de notre chaîne YouTube. Et en attendant de se retrouver dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.